32. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Gabrielle Cluzel, éditorialiste, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, est donc dans ce studio avec Nathan Devers, que vous avez entendu, écrivain et philosophe. Je suis très heureuse que vous soyez là. Nous aussi, comme toujours. Voilà. Alors écoutez, chers amis, nous allons parler de la liberté d'expression. Vous avez 4 heures, Nathan Devers, jeudi. Il en faut plus. Voilà. Non mais écoutez, la liberté d'expression, beaucoup d'actualités. D'abord, pardon, mais le vice-président américain qui a donné des leçons à la France, à l'Union européenne sur la liberté d'expression. Et puis par ailleurs, pardon, mais je pense évidemment, et parce que je suis aussi directement concernée, mais ça ne me concerne pas que moi, bien malheureusement. La fermeture de C8 le 28 février, c'est dans 2 semaines. Le rapporteur public a donc demandé le rejet des recours de C8 et d'Énergie 12 contre l'Arcom, décision qui sera rendue la semaine prochaine, d'ici vendredi prochain. Quid de la liberté d'expression dans notre pays? Je voudrais qu'on réécoute les mots du vice-président américain J.D. Vance. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville. Et sous la direction de Donald Trump, nous pouvons être en désaccord avec vos opinions, mais nous nous battrons pour défendre votre droit de les exprimer sur la place publique, que vous soyez d'accord ou non. Voilà, donc même des États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a quand même, pardon, mais une question en France, non, sur la liberté d'expression? Mais il y a une question en France et il y a une question en Europe. Cluzel. Et moi, j'ai été très frappée de voir que Monsieur Barrot a répondu à Monsieur Vance sur le X en commençant par cette phrase. En Europe, la liberté d'expression est garantie. Alors, pardonnez-moi, mais c'est quand même une immense blague. Et il a fait ça en plus au lendemain, puisqu'il se trouve que le discours de Vance avait lieu le même jour que donc C8 au Conseil d'État. Hein, oui, c'est ça. Et donc le lendemain de tout cela, alors que vous l'avez répété, le rapporteur a dit voilà, il faut que C8 ferme, etc., etc. Eh bien, on nous dit qu'il n'y a pas de problème de liberté d'expression en Europe. Alors, je note que Vance a cité des exemples en Allemagne, en Angleterre, en Suède, mais pas en France. Mais il n'était peut-être pas tout à fait au courant de la situation. Et moi, je suis frappée de voir que pas un seul moment, Monsieur Barrot s'est dit quand même, je vais avoir l'air un peu ridicule sur ce coup-là. Oui. C'est proprement stupéfiant. Il y a aucune émotion, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, on en parlait avec Pierre Lelouch qui a mis ce dossier sur la table, mais alors que voilà, c'était pas l'objet de son intervention, l'ancien ministre, pardon, mais qui se disait effectivement, personne ne s'élève, enfin, je veux dire, personne ne dit rien sur la fermeture de C8, ce du jamais vu, Nathan Devers. Pas même les syndicats d'ailleurs. Mais exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont où les syndicats? Il y a des centaines de personnes qui vont se retrouver sur le carreau, des centaines d'intermittents, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ils vont se demander pardon, comment ils vont payer le loyer à la fin du mois. Ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. Et pardon quand j'entends Michel Simès sur France Télévisions tout à l'heure, qui en veut énormément à Cyril. Pardon, mais qui laisse entendre que en gros, les personnes qui travaillent avec lui, c'est pas de chance. Moi, ça m'a un peu ému. Écoutez. Je ne vais pas m'apitoyer sur le sort d'un type qui m'a insulté pendant des années dans son émission. C'est dramatique pour les gens qui bossent sur C8, qui vont payer les conneries d'un animateur. Mais voilà, c'est malheureux pour eux. C'est malheureux pour eux. Pas de chance. Nathan Devers, pas de chance. Je pense à ces 400 personnes qui n'auront plus de travail dans 2 semaines. Pas de chance. Sûr. Alors, moi, je ne mettrais pas les deux sujets en même temps. Le discours du vice-président américain, je l'ai trouvé très problématique, mais c'est un autre sujet. Et restons sur celui qui nous préoccupe. En Europe. Et je vous ai déjà dit, mais je tiens à vous dire tout mon soutien. Mais peut-être avec plaisir tout à l'heure, mais déjà, je tiens à vous dire évidemment tout mon soutien. Je sais que c'est des moments d'épreuve difficiles. À vous et à tous les gens qui ont travaillé pendant toutes ces années dans cette chaîne qui avait un grand succès populaire, bien sûr. Qui est leader TNT, c'est 2 millions de personnes de voter. Le problème, je crois, non, c'est que il est parfaitement sain dans une démocratie de pouvoir ne pas aimer ou critiquer un média qui existe, que ce soit un média de presse écrite, une station de radio, une chaîne de télévision, d'avoir des critiques. C'est normal. En revanche, je crois que dans l'éthos démocratique, il y a quelque chose qui consiste, en presse écrite par exemple, à lire, à acheter des journaux de toutes les obédiences confondues. Moi, je lis la presse de Valeurs Actuelles, à l'Humanité, Mediapart, JDD, etc. Je lis tout parce que ça me permet d'avoir évidemment une vision, un panorama de toutes les idéologies possibles et de toutes les opinions, de toutes les grilles de lecture possibles. Et à la télévision, si on a des critiques sur une chaîne ou si on a des critiques sur quelqu'un dans une chaîne, un présentateur, un éditorialiste, etc., je crois
que la pulsion que ça devrait déclencher, c'est la pulsion d'aller débattre. J'ai trouvé très belle, par exemple, ces derniers temps, la démarche de Thomas Guénolé, qui est allé chez Cyril Hanouna, qui a fait ce pari-là de dire il y a deux France qui se parlent plus, qui s'écoutent plus, qui se polarisent, qui se détestent sans se comprendre, qui se crient dessus sans s'écouter. Eh bien, moi, je viens ici, je renie rien de mes positions, de mes opinions, etc. Mais je viens ici écouter et je viens ici parler. Je crois que c'est une démarche qui est belle. Et en face, quand on voit certaines personnes qui, quand ils ont des critiques vis-à-vis d'une émission, vis-à-vis d'une chaîne de télévision, vis-à-vis d'une radio, d'un journal, etc., quand ils sont dans cette situation, leur pulsion est de dire il faut couper le sifflet, il faut fermer la station, il faut casser les émissions, il faut faire virer des gens. Pardon, il y a un problème de liberté d'expression. On en revient d'abord, je crois que c'est complètement contre-productif, en dehors de toute morale. C'est contre-productif. On défend pas ses idées en se donnant ce rôle, si vous voulez, de faire taire autrui, premièrement. Et deuxièmement, je crois qu'il y a une question de principe, même pas morale, politique, qui est que, encore une fois, quand on refuse, si vous voulez, de venir pratiquer la critique dans l'espace du pluralisme, c'est qu'on a un problème peut-être aussi avec le pluralisme. Oui. Bon, alors on a Gabriel. Oui, on a un problème aussi, je pense, de défense de ses propres idées. Moi, je risque de vous choquer. Je pense que la gauche ne pense plus aujourd'hui. Elle se pense en dogme de foi, donc elle n'a plus l'habitude de discuter. Elle est plus capable d'accepter la contradiction. Donc, quand on n'accepte plus la contradiction, le seul moyen, c'est de dire je ne débattrai plus et je ne veux même pas que les autres aient la parole. Donc, vous savez. La fermeture de cette chaîne, elle se passerait dans l'Amérique de Trump ou dans la Hongrie de Viktor Orban, mais Emmanuel Macron serait le premier à trouver que c'est scandaleux. On aurait Nathalie Loiseau, on serait tous là pour dire mais c'est honteux, une chaîne privée qui fonctionnait bien, qui était très populaire, qui allait dans tous les milieux. C'est ça, toutes les classes d'âge, ce qui est pas forcément évident pour la télé aujourd'hui, qui est quand même un produit vieillissant. Et bien on dirait non mais c'est proprement scandaleux. Mais là, ça n'émeut personne. Encore une fois. Et puis ce qui est très problématique, c'est que là... Quand j'entends, effectivement, bon, là, c'est tombé sur Michel Simès, il y en a eu d'autres, mais là, c'était aujourd'hui. Écoutez, tant pis, et puis ceux qui travaillent avec lui, il fallait pas y aller. Waouh! Non mais c'est d'une violence sociale. N'empêche que ça va passer crème. Il est fort probable que ça passe crème, mais le problème c'est que tout ce qu'on nous présente comme contre-pouvoir, moi c'est aussi ce qui me choque, c'est que si vous voulez, quand vous regardez ce qui constitue les contre-pouvoirs en France, de l'Arcom au CESE, c'est toutes ces institutions qui sont censées être indépendantes, en fait elles sont toutes à gauche. Donc si vous voulez, c'est quand même très problématique. Vous faites des recours, mais vous tombez toujours dans la même escarcelle, si vous voulez. Donc, ce que risque de devenir le Conseil constitutionnel. Au passage, que risque de devenir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est Laurent Fabius, c'est le Parti socialiste. Vous les prenez un par un, le CESE, tout le monde. Donc en fait, c'est plus du contre-pouvoir ou c'est plus une institution indépendante, c'est un simulacre. Le PS représente 2% dans l'électorat. Regardez son poids dans ces institutions. Tout est phagocyté par tous. Moi, je suis allée sur la fiche Wikipédia de tous. De près ou de loin, il y a un lien avec le Parti socialiste, soit parce qu'ils ont été militants, soit parce qu'ils ont travaillé avec tel ministre et dont ils sont très proches. Donc, il y a quand même un vrai problème d'indépendance et de liberté d'expression de facto dans ce pays. Donc il faut pas se plaindre ensuite que d'aucuns le remarquent aux États-Unis. Oui, et qu'on verrouille en France effectivement la parole. Nathan Devers. J'aurais pas tout à fait le même constat que Gabriel, mais il est pas forcément très éloigné. Quand il y a eu les commissions parlementaires, avant la décision de l'Arcom, on a vu un certain nombre de députés, Monsieur Caron par exemple, il n'était pas le seul, qui réclamaient l'interdiction de C8, mais pas seulement de C8, d'une autre chaîne de télévision qui était CNews, et pourquoi pas demain peut-être d'Europe 1, après-demain de votre journal, etc., etc. Je sais pas si c'est le symptôme d'une absence de pensée. Je crois que c'est surtout le symptôme, plus que d'un défaitisme, d'un refus d'essayer de convaincre. Normalement, le principe même de la démocratie, quand on a des idées, qu'on a des opposants politiques ou médiatiques, etc., on essaye de faire en sorte que les citoyens qui adhèrent aux idées auxquelles on est opposé puissent être convaincus par ses propres idées. Et ça suppose évidemment de le faire sur le terrain du débat.
et un terrain qui est parfois entre guillemets hostile, ou en tout cas qui est celui du camp qui est différent, qui peut vous héberger pour débattre. Quand vous refusez de faire ça, vous actez, et que vous êtes de gauche par exemple, vous actez le fait de dire, finalement moi, homme politique de gauche, je ne vais que prêcher des convaincus. Je ne vais que parler à des gens qui sont d'emblée d'accord avec moi, et je vais faire en sorte, si vous voulez, que la gauche devienne à la fin, se réduise, entre guillemets, au 11e arrondissement de Paris. Ce qui pose un problème, c'est qu'après, il faudra pas venir s'étonner, dans leur propre perspective, que la gauche fasse, tout parti confondu, 25% aux élections. Si vous voulez, quand vous avez 3 Français sur 4 qui, sur toutes les questions sociétales, est globalement acquis à des idées de droite, c'est absolument pas en se restant dans un petit précaré où on ne va débattre avec personne qu'on va changer quoi que ce soit à cette situation. Donc je crois qu'il y a même dans cette logique-là, en dehors de toute question morale, en dehors de ce dont vous avez parlé, les salariés qui sont virés, qui vont se retrouver sur le carreau, etc., je crois qu'il y a aussi un défaitisme démocratique profond. Je reviens sur l'exemple de Thomas Guénolé qui est intéressant. Quand Thomas Guénolé, il vient défendre ses idées sur le plateau de Cyril Hanouna, qu'il est parfois d'ailleurs en différence avec la plupart des chroniqueurs sur un certain nombre de sujets. Enfin, ça, Cyril l'a toujours fait, c'est-à-dire que sur son plateau, effectivement, vous avez toutes les tendances qui sont représentées. Non, mais c'est la vérité, c'est le seul à faire ça. C'est bien précisément ce qu'on lui reproche, c'est que toutes les tendances soient représentées. Exactement, ça ne va pas que dans un sens. Mais moi, je me souviens qu'Hugo Clément, qui avait été discuté, par exemple, sur un plateau lors d'assises, je ne sais plus comment ça s'appelait, d'un grand oral de Valeurs Actuelles, avait été pourri par la gauche, parce qu'on avait dit on n'a pas le droit d'aller discuter. Pourtant c'est intéressant, vous avez raison, il faut aller essayer de convaincre. Quand on défend un point de vue, il faut être capable d'aller le convaincre. Puis d'ailleurs on affûte ses arguments, on les défend mieux la fois suivante, parce que on se dit ah bah oui, j'aurais dû dire ça. Bon, et il y a un refus du débat qui est quand même d'inspiration totalitaire, selon moi, parce que c'est la censure, c'est d'inspiration totalitaire. Oui, c'est de la censure, Nathan Devers, c'est de la censure qui ne dit pas son nom. C'est, dans le cas, par exemple, je reviens dessus, mais parce que c'est vraiment intéressant, d'Aymeric Caron, c'est un désir de censure. C'est clair, il y a des gens même qui l'ont dit explicitement. Et Aurélien Saint-Toul aussi, qui tweet, pareil, le jour, effectivement, de l'audition de C8, je vais reprendre son tweet, en direct du Conseil d'État qui va rendre sa décision sur l'avenir de C8 et Énergie 12, le rapporteur public expose les arguments de l'Arcom, de Canal+ et Énergie en toute objectivité. C8 est en train de se faire étrier, ça s'annonce bien. C'est un député, hein. Un député de gauche qui là aussi il était rapporteur de la commission, exactement. Se préoccupe assez peu de l'avenir des salariés. Parlons-en, hein. C'est visiblement c'est le cadet de ses soucis. Les salariés, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est un peu, c'est dommage collatéral. Ils avaient qu'à pas y aller comme laisse entendre. Mais c'est horrible. Moi, j'ai des noms, j'ai des visages sur ces gens qui vont pas avoir de travail et qui du jour au lendemain ça va s'arrêter. Parce que les CDI, il y en a pas beaucoup dans cet univers. C'est souvent des intermittents. Du jour au lendemain, il y a plus de contrat. Il n'y a plus de travail, il n'y a rien. C'est une classe sociale qui n'intéresse pas la gauche. Exactement. C'est un peu comme s'il y a il y a un féminisme qui s'intéresse pas aux femmes quand c'est le mauvais violeur. Là, cette casse sociale, elle n'est pas intéressante parce qu'elle n'est pas récupérable. Donc c'est très très choquant. C'est extrêmement choquant. On va y revenir et je voudrais qu'on parle de ce drapeau qui est hissé. On en a parlé hier, mais je voulais avoir votre avis à Saint-Raphaël, le maire qui a décidé de. Là, je sens, Nathan Devers, que je vous sens un peu dubitatif. 20h40.